Pourquoi est-ce que le e-commerce américain fascine les Français? On dit souvent qu'ils sont en avance et pour le coup c'est vrai. Donc j'ai décidé de profiter de mon déplacement à Las Vegas pour vous partager les secrets des e-commerce US et qu'est-ce qui fait qu'ils sont autant en avance sur l'e-commerce français et surtout de vous donner les méthodes et les moyens de parvenir à copier leurs méthodes pour les répliquer sur le marché français. Donc vous verrez qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de systèmes qui sont disponibles que aux États-Unis et pas chez nous. Il y a plein de choses à mettre en place de manière méthodique comme je le disais, mais c'est surtout des concepts et des réflexions qu'il faut bien intégrer dans son quotidien et il suffit pas de lancer des campagnes X ou Y sur Google Ads, c'est pas de la tuyauterie qu'on veut, c'est de l'architecture et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour déminer ceux qui pensent que ce qui marche aux États-Unis ne peut pas marcher en France, c'est faux, il y a des choses qu'on peut répliquer ultra facilement et des concepts qu'on peut adopter dès maintenant. Dès la fin de cette vidéo, vous pourrez passer à autre chose dans votre business en vous disant ok, maintenant je peux prendre ça en compte et aller plus loin, faire mieux que la concurrence et surtout me donner une nouvelle direction pour mon business. Ce que je vous partage ici, c'est le fruit de 4 ans d'investissement aux États-Unis en marketing digital et surtout des formations que j'ai pu suivre avec des grands groupes américains comme Acquisition.com, le fonds d'investissement d'Alex Hormozy. Si vous ne connaissez pas, c'est un des plus grands papes du scaling business aujourd'hui. Donc tout ça, je vous le résume dans une vidéo et on attaque tout de suite avec le premier concept que vous devez absolument intégrer, qui est celui de la lifetime value. Et plus spécifiquement, les intégrations entre la lifetime value et l'acquisition. Aujourd'hui, on a toujours tendance à traiter très différemment la partie acquisition publicitaire, donc tout ce qui va toucher à la publicité sur Google, sur Facebook, etc. et la brique CRM ou rétention ou encore fidélisation des clients que vous avez déjà. C'est vraiment deux choses qui sont très silotées aujourd'hui. Les uns ne se parlent pas forcément avec les autres et ça, c'est un vrai problème et on va voir justement comment on peut passer à autre chose et le prendre en compte dans vos dépenses publicitaires d'aujourd'hui. Donc la plupart des personnes aujourd'hui à qui on parle en acquisition publicitaire sur Google et Meta par exemple, elles vont raisonner avec le ROAS, donc le retour sur les dépenses publicitaires. C'est un indicateur qui est sympathique, qui est utile, mais il oublie plein de choses. Il y a plein de choses qui ne passent pas dans cet indicateur et ça peut créer des effets de bord qui sont néfastes pour la croissance du business. Donc si on fait un rapide rappel sur qu'est-ce que le ROAS, donc le retour sur les dépenses publicitaires, on va avoir le ROAS qui est juste ici et on va prendre en compte donc le CA qui est généré via la publicité, donc le CA généré juste ici, et on va le diviser par les dépenses publicitaires qui ont été nécessaires à générer ce chiffre d'affaires, donc les dépenses juste en dessous. Si on se donne un exemple concret, ça veut dire que par exemple sur une semaine, si vous avez généré 100 000 euros de chiffre d'affaires et que pour faire ça, vous avez eu besoin de 20 000 euros de spend sur Google ou sur Meta ou sur Pinterest ou peu importe la plateforme publicitaire, ça fait que vous avez un retour sur les dépenses publicitaires, donc un ROAS de 5. Jusqu'ici, normalement, tout le monde suit. Dès que vous dépensez des euros en ligne, vous connaissez ces métriques-là. Et c'est probablement l'indicateur que 70% d'entre vous utilisent encore aujourd'hui pour gérer l'acquisition en ligne. À ça vient s'ajouter une autre technique qui est un peu plus moderne et qu'on commence à voir de plus en plus. Ça fait à peu près un an que c'est démocratisé en Europe. Ça va être le POAS, donc le Profit on Advertising Spending, où on va faire globalement la même chose que le ROAS, mais on va s'intéresser uniquement à la marge. Donc si on reprend les calculs, le POS juste ici, en fait, on va avoir le CA généré toujours, mais ici, on va enlever pas seulement les dépenses publicitaires, donc qui vont être juste en dessous. Donc les dépenses publicitaires, on continue de les avoir ici sur la division, dépenses pub juste ici, et en fait on va faire le CA généré moins ce qu'on appelle les COGS, donc le cost of goods sold, donc c'est le coût de vos produits. Donc en fait à la fin normalement il reste que la marge. Et on raisonne évidemment à ce niveau-là encore en marge brute. Vous pouvez aller un peu plus loin avec par exemple les frais de shipping, les frais de paiement, etc. Chacun met ce qu'il veut à cet endroit-là. C'est plus une façon de voir les choses dans votre business. C'est un KPI à déterminer dans le pilotage de l'acquisition. Donc on va reprendre un exemple chiffré et concret pour bien comprendre. On va avoir par exemple un CA généré de 150 000 juste ici. On va dire que par exemple vous en avez pour 60 000 euros de produits juste là. Et soyons fous, on va dire qu'on prend aussi en compte des coûts supplémentaires que vous pourriez avoir avec tous les frais liés, comme je le disais, aux frais de transaction, aux frais de shipping, etc., etc. Donc on va dire par exemple que vous avez eu besoin de 15 000 euros de autres coûts variables à cet endroit-là. Donc on y va et on met toujours en dessous les dépenses publicitaires. Et on va dire que par exemple vous avez eu besoin juste ici de 50 000 euros pour générer ces 150 000 de chiffre d'affaires. Donc si on pose nos calculs juste ici, ça fait 150 000 moins 60 moins 15, ça fait qu'il nous reste 75 000 dans la poche. Et on avait dépensé 50 000 juste ici, ce qui nous fait un POS, si vous avez suivi, de 1,5. On est loin du 5 de ROAS. Par contre, ce 1,5, il est beaucoup plus proche de la réalité puisqu'on prend en compte les coûts qui sont très différents d'une entreprise à l'autre, puisque ça va dépendre de la façon dont vous margez et de la façon dont votre business il est structuré. Donc déjà, le POS, c'est beaucoup plus intéressant que le ROAS. Évidemment, ça invite
à bien connaître ses marges et à piloter son acquisition avec, mais c'est déjà une avancée et comme je le disais, on commence à le voir en Europe depuis à peu près un an, là où c'était beaucoup plus démocratisé déjà de base dans les e-commerce US. Mais il y a une technique encore plus avancée qui permet de vraiment réconcilier la partie acquisition payante et la partie CRM, donc la partie Lifetime Value, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce ratio, c'est le LTV sur CAC. Donc pas de souci, on va expliquer tout ça, j'en parlais dans une précédente vidéo, mais on va le reposer ensemble aujourd'hui. Donc déjà, si on définit LTV sur CAC, je le pose juste là, déjà si on décompose la Lifetime Value, juste ici, ça va être le CA qui est généré par un client sur toute sa durée de vie ou sur une période que vous déterminez. Moi, je préfère la version sur une période déterminée parce que, en fait, le chiffre d'affaires qui va être généré dans 2 ans, dans 3 ans, il est mignon, mais il est quand même très théorique et ça vaut pas le coup de piloter son acquisition avec, c'est même très risqué. Donc la LTV, le CA généré par le client, juste ici, par le client, et le CAC, juste là, le CAC, ça va être le coût d'acquisition d'un nouveau client. Donc là, on se dédouane du ROS et du POS, on va vraiment chercher l'achat et on va se baser plus sur le panier moyen, limite multiplié par le nombre de récurrences de l'achat. Donc le coût d'acquisition, juste ici, hop, coût d'acquisition. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si les personnes achètent chez vous en moyenne, par exemple, 1,5 fois par an, aujourd'hui, vous valorisez que le premier achat en acquisition. Or, peut-être que c'est pas 1,5 d'ailleurs, c'est peut-être 5 fois où les personnes vont racheter chez vous parce qu'il y a un achat qui est très récurrent ou réoccurrent. La différence entre les deux, c'est que l'achat récurrent, la personne n'a pas à faire une action, c'est comme un abonnement. Et le réoccurrent, c'est que la personne revient chez vous spontanément ou non pour faire un second achat. Donc le ratio de LTV sur CAC, par exemple, on va dire si vous avez 3 commandes par an par client en moyenne, donc on va avoir 3 fois donc le panier moyen, on va dire que par exemple votre panier moyen il est à 100 et que ça vous coûte, on va dire 100 € pour acquérir un nouveau client, on voit bien que par exemple en termes de ROAS, si on prend le premier achat et le coût pour acquérir un nouveau client, on serait à un ROAS de 1. On perd de l'argent puisque il faut encore retrancher les coûts qu'on a vus précédemment avec le coût des produits, les autres coûts variables, les frais de shipping, etc., etc. Pour autant là, si on raisonne en LTV sur CAC ratio, ça fait qu'on a 300 € sur 100 €, ça fait qu'on a un ratio LTV sur CAC de 3, ce qui est sain pour une boîte qui est en croissance. Et l'idée à ce niveau-là, ça va être de chercher votre point d'inflexion, le point à partir duquel vous n'êtes pas rentable, sachant qu'il y a beaucoup d'effets de bord à ce niveau-là qui vont être par exemple les impacts sur la trésor et le besoin en fonds de roulement. Je ne rentre pas beaucoup plus loin dans les détails sur la façon d'utiliser au mieux ce ratio LTV sur CAC et surtout de bien l'intégrer dans vos campagnes d'acquisition payante et dans votre pilotage de la partie CRM et fidélisation, parce qu'en fait, au plus vous êtes bon en CRM et en fidélisation, au plus ça vous donne des armes pour aller vous battre sur le domaine de l'acquisition. Et on sait que quand les coûts d'acquisition augmentent, en fait, c'est celui qui arrive à avoir le meilleur LTV sur CAC ratio qui va réussir à prendre le plus de parts de marché. Donc ce ratio, si vous ne l'utilisez pas encore dans vos tableaux de bord, je vous invite vraiment à l'avoir. Il est hyper intéressant et c'est un très bon indicateur de la santé du business parce que s'il n'y a pas de récurrence ou de réoccurrence, on a d'autres problèmes et ça pareil, on pourra le traiter dans d'autres épisodes. Mais pour avoir un business sain, il faut absolument avoir soit de la récurrence, soit de la réoccurrence. Et donc ce qui va être intéressant à ce niveau-là, c'est de dire ok, maintenant que je sais piloter mon business avec ce type de KPI qui sont beaucoup plus précis que le ROAS, comment je mets ça en place et comment je le structure dans ma partie acquisition. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir des KPI et d'avoir des tableaux de bord, mais c'est pas ça qui nourrit et qui remplit le frigo. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on transcrit ça dans le pilotage de l'acquisition au quotidien. Et c'est là où on voit que aux États-Unis, ils ont un cran d'avance là-dessus parce qu'ils vont énormément piloter avec ce type de ratio, parfois même dans l'extrême, avec par exemple des premiers achats qui ne seront pas rentables. Ils sont presque prêts à perdre de l'argent sur une première vente parce qu'ils sont certains de la récurrence et de la réoccurrence. Là encore une fois, je suis pas fan de l'extrême en mode je suis prêt à perdre de l'argent pour vendre des produits. C'est pas la philosophie qu'on a avec mon agence Make Sense for Digital. Nous, on préfère au moins avoir un retour de 1 sur 1 sur la première vente pour au moins éviter les effets de trésor pour le coup. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est d'autres éléments comme la payback window. Donc à partir de quand on va récupérer le cash qu'on a mis en acquisition. Donc là, on fonctionne avec des cohortes, mais pareil, je veux pas vous perdre avec ça. Donc ça, pareil, ce sera vraiment adapté en fonction de votre type de business, de la typologie de vos produits, de la structuration de vos marges. Bref, il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais vous avez le concept global. Comment on le traduit maintenant dans l'acquisition payante, comme je le disais? Ce qui va nous intéresser à ce niveau-là, c'est de raisonner de manière méthodique sur l'acquisition. Quand je dis qu'on raisonne de manière méthodique, c'est-à-dire que la plupart du temps, la gestion publicitaire comme on peut l'avoir, c'est une gestion qu'on appelle la gestion courante. C'est pas orienté vers la croissance, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de ventes de paillettes à ce niveau-là, mais ça manque de méthode. En fait, le problème de tout ça, c'est que la méthodologie pour tester des ads, elle est encore très limitée. Il y a assez peu d'agences qui arrivent à bien maîtriser cette brique-là parce que ça demande une rigueur et une organisation que toutes n'ont pas et qui crée de la friction parce qu'on va dire que c'est beaucoup plus compliqué de gérer un compte de manière méthodique et structurée que de gérer un compte qui vivote et qui va
tout doucement croître, mais c'est pas forcément l'idée. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on entend par la méthodologie du testing sur les ads? Typiquement, il y a une méthode que vous pouvez retenir qui est, elle, pour le coup, bien démocratisée, mais mal implémentée. Ça va être par exemple la méthode du 3x3x3. C'est quoi cette méthode? C'est l'idée de tester, par exemple, sur une créa méta, vous allez avoir la même variante, mais avec 3 hooks différents, 3 concepts différents et 3 call to action différents. Ça vous fait 27 créas à tester. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir, ok, bah, ce hook-là, il est très performant quand il est lié à ce CTA. Et donc, vous avez une bonne visibilité sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Parce que, comme on le disait dans un épisode précédent dédié au créatif Facebook, parfois les marques, elles arrivent à avoir une super créa, mais comme il n'y a pas eu la méthode derrière, elles n'arrivent pas à reproduire ce succès. L'idée, ça va être de vraiment matérialiser la recette du succès pour faire en sorte que si on a un succès publicitaire sur une créa, on est capable de savoir ce qui a marché, de savoir comment on a fait et surtout de pouvoir le reproduire. Parce que finalement, les accidents, c'est sympathique, mais si on est incapable de reproduire un succès, c'est pas qu'on est bon en fait, c'est juste qu'on a eu de la chance. Nous, l'idée, ça va être d'être bon et parfois d'avoir de la chance, mais de savoir la repérer cette chance et de savoir la rétro-ingénierer pour pouvoir la reproduire. Et donc pareil, sur les frameworks de testing, on va avoir des timings à respecter. Par exemple, il y a les périodes de ramp-up, comme on dit, c'est la période où la créa va se lancer. On va avoir la période d'analyse en tant que telle, et après, on doit laisser une période de cool-down qui va dépendre d'un business à l'autre. Pareil, on ne peut pas donner une recette magique à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça va surtout dépendre du délai avant conversion. Trop souvent, on voit des A/B tests, et c'est vrai sur les créas, mais c'est aussi vrai sur le site web. On voit des A/B tests qui sont arrêtés précipitamment, alors que c'est juste des intuitions. On n'a pas encore de fiabilité statistique et ça c'est une erreur, ça peut mener à des fausses interprétations de tests et l'idée c'est vraiment d'adopter les bonnes méthodes de test et ça pareil, c'est du travail mais ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Évidemment sur la partie publicitaire, là on a parlé de la méthodologie du test mais la question aussi c'est qu'est-ce qu'on va tester derrière et ça pareil, il y a énormément de campagnes qui ont été très bonnes aux US. Par exemple la campagne Dr Squatch que vous avez peut-être déjà vue qui a plus de 100 millions de vues sur YouTube, qui est une des meilleures pubs YouTube que j'ai pu voir. Listen up, the soap you shower with? It's you probably haven't even questioned what bar of soap you lather up with. Let's face it, most guys don't. They're still using whatever bar their mommy bought for her little man. Is that what you want? To smell like mama's little man? Ugh. But now you can upgrade your shower game with Dr. Squatch Natural Soap. I'm talking about natural, nourishing, cold-pressed hand-cut soap for men. Men who use their hands. Men who build things. Men who open the pickle jar on the first try. Men who catch foul balls without spilling their beer. Get ready to step out of the shower feeling alive. Still not sure? Here's a couple reviews from real customers. Joseph S. says, "This is the perfect bar of soap. It's like it was handcrafted in the Northwest Forest by beautiful tiny elves." oh, Tiny Elves isn't enough for you? Well, here's another review from Michael A. It makes you feel like you just stepped out of a mountain stream, and Squatch was there to hand you the towel. Click the link for Dr. Squatch Natural Soap. Real soap for real men. Or don't, and continue to be mommy's little helper. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est le fond et la forme. En fait, la structuration d'une créa pour faire en sorte que ça s'adresse vraiment à votre persona et que vous preniez en compte les discours de marque que vous voulez faire passer, c'est une science. Pareil, il y a une méthode à appliquer à ce niveau-là. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de réfléchir sur quel est le problème que notre marque résout. Qu'est-ce qu'on vient améliorer dans la vie de nos clients et c'est ça qu'on doit mettre en avant. Il y a plusieurs façons, on va dire, de mettre les clients en mouvement. Il y a 2 éléments et 2 biais que vous pouvez retenir le plus facilement possible. C'est de dire que les personnes vont se mettre en mouvement pour ces 2 raisons. D'un côté, on va avoir la peur. Donc les gens ont peur de quelque chose et ils veulent éviter cette peur-là. Par exemple, les personnes ont peur d'avoir des coups de soleil. Elles vont acheter de la crème solaire. C'est une peur et une compensation de la peur via la crème solaire. Et de l'autre côté, on va avoir l'avarice. Et donc de ce côté-là, les personnes en veulent plus. Et si on prend l'autre côté, par exemple, les personnes veulent quand même être bronzées. Donc l'auto-bronzant, ça va être un moyen d'avoir plus de choses que ce qu'on a traditionnellement si on se fout au soleil et qu'on attrape des coups de soleil mais qu'on bronze quand même. Et donc s'il y a 2 éléments à retenir de la brique publicitaire, il va y avoir la méthode de testing et la façon dont on fait nos créatifs, donc toute la structuration de la démarche créa. Et on va dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et pour ça, il faut limite se détacher de la tuyauterie qu'on va avoir du côté de Google, de Pinterest, de Meta, etc. Et vraiment s'intéresser à la fois au contenu autant qu'au contenant. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui sont très portées sur l'acquisition. En France, on adore faire ça, on adore dépenser beaucoup d'euros et peu se préoccuper finalement de qu'est-ce qui marche pas, ou en tout cas, on s'en préoccupe de la mauvaise manière. Ce qui m'amène à un dernier problème sur la partie publicitaire, c'est que souvent, la brique publicitaire, elle s'arrête au moment du clic sur une annonce, que ce soit une annonce Google, une annonce Facebook. Le problème de ça, c'est que, on le voit bien d'ailleurs côté Google Ads, c'est que la landing page et l'expérience sur la landing page, ça doit être
complètement pris en compte dans l'optimisation publicitaire. Aujourd'hui, on ne peut pas se concentrer sur l'acquisition payante en faisant complètement abstraction du CRO, donc l'optimisation du taux de conversion. D'ailleurs, c'est 2 des 6 piliers du e-commerce rentable qu'on a déjà théorisé chez Make Sense for Digital. Et bien souvent, tout comme il y a peu de passerelles entre l'acquisition et le CRM, ça manque de passerelles entre l'acquisition et le CRO. Sachant qu'en CRO, on a 2 points principaux sur lesquels on doit travailler. Ça va être la landing page, donc le premier point de contact avec l'utilisateur sur le site, et de l'autre côté, tout ce qui va toucher au checkout. Donc là, pareil, je vous invite à aller voir sur certains sites américains et à tester leur checkout. L'idée, c'est vraiment des champions du curling. Ils enlèvent toute la friction possible et imaginable. Et au-delà de ça, il y a des éléments complémentaires à avoir. Par exemple, comment on va maximiser son panier moyen de la bonne manière, là où souvent on va avoir des frictions qui sont rajoutées pour essayer de forcer l'upsell. Typiquement, pareil, allez voir Dr. Squatch, allez voir Bill Brown, allez voir Gymshark, etc. Vous verrez, ils sont très forts pour enlever la friction tout en augmentant le panier moyen. Là où en France, on a vraiment l'impression d'avoir ce VRP qui vient en mode au fait, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça, achète, achète, achète. C'est pas comme ça qu'on arrive à avoir une bonne démarche CRO et c'est un problème. Donc typiquement, si vous devez retenir 3 métriques sur la brique CRO, en premier, vous allez avoir le taux de rebond qui vous donne un indice sur la performance de votre landing page. Ça dépend énormément du mix d'acquisition, donc c'est vraiment à prendre en compte aussi. Si par exemple vous avez du display ou du YouTube / demand gen, forcément la performance de votre landing page elle va être compromise par ce genre de campagne parce que ça attire beaucoup de trafic peu qualifié mais peu cher. Mais au-delà de ça, le taux de rebond ça vous donne quand même un indice sur est-ce que les gens sont réceptifs à mon offre ou non, est-ce qu'il y a un effet repoussoir ou non. Donc ça c'est la première brique. Le panier moyen ça va être à prendre en compte aussi parce que finalement le but du CRO c'est de faire acheter mais de faire acheter dans les bonnes proportions aux utilisateurs et évidemment le taux de conversion qui va nous intéresser. Et ce qu'il faut voir à chaque fois c'est les effets de bord qu'il peut y avoir quand vous optimisez par exemple le panier moyen. Est-ce que le taux de rebond se casse la figure parce qu'en fait vous avez rajouté de la friction à certains endroits pour placer vos upsells et les personnes en fait elles vont moins facilement aller jusqu'au bout de l'achat et donc finalement en valeur totale vous avez augmenté le panier moyen mais vous réduisez le nombre total de commandes. Donc vous pourriez être perdant. Donc ça pareil, je vous invite à aller régulièrement sur les sites e-commerce américains comme ceux que j'ai pu citer. L'idée c'est vraiment pas de copier-coller parce qu'il y a quand même des différences culturelles, mais au moins de voir comment ils arrivent à intégrer certains éléments d'upsell en l'occurrence, sans casser le parcours d'achat, sans venir rajouter cette friction. Et idem sur tout ce qui est gamification du parcours, l'idée ça va pas être de rajouter de la friction et d'augmenter les exits, donc les personnes qui vont quitter les pages. L'idée ça va vraiment être de se mettre à des endroits stratégiques du parcours, qu'on documente, qu'on vérifie. Vous pouvez aussi utiliser des outils par exemple comme Clarity qui est gratuit et que je vous invite vraiment à mettre sur le site web même si vous vous en servez pas encore. Ça vous permettra de mieux comprendre les utilisateurs et de voir ce qui se passe sur votre site et de voir les endroits stratégiques où vous pouvez venir mettre des renforts, que ce soit des renforts pour la collecte des opt-in par exemple avec des formulaires, des pop-up, des pop-in, etc. ou des renforts d'upsell, donc les upsells pour maximiser la valeur que chaque client va avoir chez vous, le tout sans dégrader le taux de conversion et même en essayant de l'augmenter. Forcément, l'idée c'est toujours d'augmenter son taux de conversion. Si on revient sur le début de la vidéo avec ce fameux ratio LTV sur CAC, comment on peut relier ça aussi à des logiques comme le panier moyen, comme le taux de conversion? En fait, ça va passer aussi par la dernière brique qui est, vous l'aurez deviné probablement, le CRM et donc l'emailing comme on a tendance à le minimiser en France, alors qu'en vrai avant on parlait de CRM et chez les grands retailers on a toujours parlé de CRM avec des acronymes comme la RFM que vous connaissez peut-être, mais si vous ne connaissez pas, c'est le moment de s'y replonger parce que c'est des concepts hyper importants, je vais vous les redétailler rapidement. Parce qu'on ne peut pas piloter son business avec le ratio LTV sur CAC si on est incapable de bien gérer sa brique CRM, donc la Customer Relationship Management. Alors sur ce point-là, évidemment, c'est peut-être le point où aux États-Unis ils sont moins embêtés que nous en Europe avec la RGPD, donc la réglementation générale sur la protection des données, qui limite énormément ce qu'on est capable de faire, mais ça n'enlève en rien la capacité qu'on va avoir à bien faire son emailing. C'est juste que les volumes par exemple seront mineurs, ou sur la brique CRM ça veut juste dire qu'on aura moins de temps pour s'adresser à nos clients. Encore que si on le gère bien, pareil, on n'a pas d'intérêt à aller relancer des personnes qui sont endormies depuis plusieurs années. Donc en ça, la RGPD ça a un impact, mais il n'est pas non plus monumental. Là où ça peut avoir un impact, c'est sur le volume qu'on va être capable de délivrer, puisque on a les notions d'opt-in qui existaient déjà en vrai avant la RGPD. C'est juste qu'il y avait beaucoup de monde qui trichait pour le coup sur cette partie-là. Mais ce qui va m'intéresser sur la brique CRM et dans les différences qu'on va avoir entre les séquences qu'on peut retrouver aux États-Unis et les séquences qu'on peut retrouver en Europe, c'est que là-bas le volume n'est que rarement un problème. En France, et j'ai rencontré pas mal de marques le mois dernier qui hésitaient à envoyer plus d'une relance panier, qui hésitaient à envoyer plus d'un email de confirmation d'inscription à la newsletter, donc qui n'avaient pas de welcome, donc le pack de bienvenue où on a
entre 5 et 10 emails globalement qui peuvent venir présenter la marque et faire en sorte que les gens s'intéressent et connectent avec nous. C'est d'ailleurs le genre de stratégie dont je parlais en détail dans ma masterclass sur l'emailing. Je vous mets le lien juste ici d'ailleurs si vous voulez aller plus loin après cet épisode. Et donc ce qui va être intéressant à ce niveau-là, c'est à la fois d'avoir du volume, mais du volume personnalisé. Donc comment on fait la combinaison des deux? Là encore, on rejoint des frameworks de testing et des frameworks qui permettent aussi de se dire, ok, en fait, on va avoir une méthodologie qui nous permet de compenser un retard potentiel qu'on peut avoir. Et pour le coup, il y a énormément de marques qui ont du retard sur la brique d'emailing. Mais l'idée, c'est d'avoir au moins les flows principaux, donc les automatisations principales, et donc d'avoir au moins les automatisations minimum à avoir en e-commerce cette année, et surtout de les mettre en place le plus rapidement possible, parce que, on va dire, la brique emailing, c'est un basique, et c'est pas ça qui fait une stratégie CRM. La stratégie CRM, ça vient vraiment en plus de ça, et c'est là où on va aller plus loin dans la segmentation de nos audiences, et surtout, dans l'identification de nos zones d'opportunité pour aller chercher plus de chiffre d'affaires. Et pour ce qui concerne les KPI de l'email marketing, je vous en prie, n'utilisez pas le fameux l'emailing doit représenter 30% du chiffre d'affaires d'une boîte e-commerce pour que ce soit sain. L'idée de raisonner avec un pourcentage, c'est complètement stupide et je l'ai déjà déminé pareil dans un précédent épisode. Là, l'idée, ça va vraiment être d'avoir une logique de soutien de votre acquisition avec ce fameux ratio LTV sur CAC dont je parlais plus tôt dans la vidéo. La brique CRM, pour aller plus loin, on va se rebaser sur ce que je disais tout à l'heure avec la RFM. Donc RFM, ça veut dire récence, fréquence, montant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque client, on va regarder ces trois indicateurs, donc la récence, donc c'est-à-dire depuis combien de temps le client a fait son dernier achat, donc c'est quoi l'intervalle entre aujourd'hui et le dernier achat, la fréquence où on va regarder sur une période de temps donnée combien d'achats différents ont été effectués par le client chez nous, et le montant, vous vous doutez, c'est quel est le volume d'affaires qui est passé via ce client sur la période donnée. L'idée, c'est que cette segmentation RFM, elle peut vous aider à segmenter assez finement la base pour personnaliser vos communications. L'idée de la personnalisation derrière, c'est vraiment d'adresser le bon type de message aux bonnes personnes. La personnalisation, c'est encore un concept qui est galvaudé. L'idée, c'est pas de surpersonnaliser les communications, c'est juste de bien réfléchir en amont à qui on va s'adresser et quel est le problème actuel ou qu'est-ce qui peut remettre la personne en mouvement. L'idée de la segmentation et de l'automatisation, c'est de remettre vos clients précédents en action. Et donc si aujourd'hui vous avez uniquement des segmentations comme on le voit souvent, surtout sur des comptes Klaviyo qui est peut-être l'outil on va dire pour les marques en démarrage ou on va dire les marques qui génèrent moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, souvent on va retrouver des segmentations basiques basées sur des comportements comme les ouvertures de mails, les clics sur les emails, qui sont des segmentations intéressantes pour tout ce qui va toucher à la délivrabilité de vos emails, mais qui sont beaucoup moins intéressantes pour tout ce qui va toucher à la lifetime value, donc maximiser la valeur qui va passer par un client sur votre business. Donc encore une fois, je vous invite à regarder et à avoir vos benchmarks aux US en vous inscrivant tout bêtement au newsletter des meilleurs e-commerce US. On mettra une liste dans la description de la vidéo. L'idée, c'est vraiment d'infuser. Encore une fois, il y a des différences culturelles, mais ce qui va nous intéresser, c'est pas tant le contenu que le contenant. Et si vous avez l'occasion même de passer des achats, de faire des vraies commandes sur les sites américains et de tomber dans leur flow post-achat, donc les flows qu'ils envoient à leurs vrais clients, c'est vraiment gold. C'est ce qu'on fait nous pour le coup pour avoir des bons benchmarks à ce niveau-là et c'est ce qu'on fait avec les marques qu'on a la chance d'accompagner aux États-Unis. Il faut vraiment voir cette brique de CRM comme un catalyseur de votre capacité à acquérir des clients dans le futur. Donc juste en récap sur la brique emailing, il y a plusieurs éléments cachés dans la sauce. Il y a le volume d'emails. Là, si vous voulez adopter l'américain, en fait, dites-vous que tant que vous avez des choses à raconter, vous pouvez envoyer des emails. Le volume n'est pas important quand on a la qualité. Il faut éviter de tomber dans les bêtises du type less is more, etc. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Les gens, vos clients sont sursollicités aujourd'hui, il faut exister. Et si vos clients ne reviennent pas, c'est que vous ne marketez pas assez, c'est que vous n'êtes pas assez présent. Et de l'autre côté, pour communiquer efficacement, il faut s'adresser de la bonne manière aux bonnes personnes. Donc tout ce qui va toucher à la segmentation, ça va nous intéresser. Et ça, il faut vraiment l'adapter à votre business et à votre marque. Donc en fait, il ne faut pas juste se dire, ok, vous êtes une marque de prêt-à-porter, donc vous devez communiquer de telle sorte. Non, c'est votre marque. Elle répond à tel objectif, elle a telle problématique. Voilà comment elle va communiquer à son persona principal. Donc vous voyez, au final, ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas si différent de ce qu'on a conceptualisé dans la méthode des 6 piliers du e-commerce rentable. Pourquoi? Parce que c'est des fondamentaux business. En fait, c'est juste la brique marketing d'une bonne gestion du business et d'une bonne croissance du business. Donc là, la seule grande question qui vous reste à répondre, c'est est-ce que vous êtes prêt à vraiment bien vous structurer pour être orienté vers la croissance, ou est-ce que vous voulez continuer à faire une croissance minime, voire juste sauver les meubles, ou entre guillemets être en stress dès qu'il y a un problème, par exemple si vous êtes dépendant du SEO, dès qu'il y a une core update, vous êtes en stress, dès qu'il y a un changement dans l'algorithme de Meta,
vous êtes en stress. L'idée avec les 6 piliers, c'est aussi de se dérisquer sur les différents niveaux et aussi de dire ok, en fait, où sont mes zones où je peux le plus accélérer en lien avec mes autres canaux. On l'a vu dans cet épisode, le CRM vient catalyser ce qu'on peut faire en acquisition payante. Le CRO, pareil, il va venir catalyser les efforts de l'acquisition et faire la passe à la brique CRM. Donc vous voyez, tout est lié comme dans notre méthode des 6 piliers. Cette méthode des 6 piliers, c'est exactement ce que j'avais implanté dans ma précédente boîte, donc Tikamoon, quand on est passé de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais c'est aussi ce qu'on a répliqué chez plus de 40 clients avec mon agence Make Sense for Digital. Et je vous révèle tout ça dans une vidéo de A à Z et je vous la mets tout de suite. On se retrouve de l'autre côté.